Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonsoir, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Parmi nos invités, Sébastien Ernaud, qu'on retrouvera non pas au départ du Prix de France, mais dans les tribunes du Prix de France, pour regarder la prestation de son champion, Josh Power, qui a hérité du numéro 9 derrière l'autostart dans le Prix de France Equine qui associe son nom au Prix de France et dans 15 jours au Prix de Paris. Sébastien Ernaud sera avec nous dans quelques minutes. Vous aurez les pronostics du trot avec Alexandre de Koopman, ceux du galop plat obstacle avec Gilles Barbarin. On salue justement Thomas Borin qui aurait dû être avec nous ce soir, mais malheureusement il est tombé c'était la première, hein, Samy. La première course, oui. La première course, on salue, il est allé à l'hôpital, il est parti à l'hôpital. On salue Thomas Borin, on pense très fort à lui. Vous avez reconnu Samy Boisa qui est à la réalisation et qui viendra dans cette rubrique Actu. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Salut mon cher Samy. Et nous aurons également comme invité, on va commencer par lui, c'est Eric Bless. Bonsoir Eric. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous les turfistes. Vous êtes secrétaire de l'Association nationale des turfistes, une association extrêmement dynamique sur les réseaux sociaux. Rien ne vous échappe. Vous m'avez reproché lorsque j'ai reçu Cyril Giraudat il y a un mois. Ah, je vois que vous me lisez, c'est bien. De ne pas avoir parlé des GPI. Alors j'ai failli répondre, je me suis dit j'en ai marre d'entendre parler des GPI tout le temps. Et de toute façon, depuis qu'on en parle à Radio Balance, parce qu'on a été les premiers à en parler ici, quand personne ne savait pourquoi les rapports éventuels étaient détraqués, on a été les premiers du temps, c'était déjà du temps de Guillaume Covès, on était encore au centre de Paris, rue des Grands Augustins, à la Tour de Nesle, chez Miguel Blancpain. Vous voyez, ça date pas d'hier, ça fait plus de 10 ans. Et depuis, on est tranquille, rien n'a changé. Hein. On aurait pissé dans un violon, ça aurait fait pareil. Vous et nous, on a été les seuls à s'attaquer à ce sujet. Bon, alors vous êtes là, Eric, pour nous parler d'une chose, c'est que vous rencontrez mardi une personnalité qu'on a reçue 2 fois dans Radio Balance. La première fois le 23 mai, la seconde c'était il y a un mois, lorsqu'il a été nommé directeur général du PMU, c'est Cyril Giraudat. Et Cyril Giraudat vous recevra pour que vous exprimiez les doléances des turfistes, cela mardi au siège du PMU à Thémis. Effectivement, à votre micro, il a rappelé qu'il aimait bien rencontrer les turfistes il y a quelques années, qu'il en gardait un bon souvenir. On l'a aussitôt contacté, il nous a tout de suite donné un rendez-vous. Je l'ai rencontré à maintes reprises quand il était directeur du marketing. On était rarement d'accord, mais au moins c'est un homme d'ouverture, de dialogue. Et donc on est content de porter devant lui les revendications des turfistes et on a une priorité pour nous dont il faut discuter, si vous voulez que je vous en parle 2 minutes. Avant cela, Oui. Avant de revenir vers vous, Eric, j'aimerais, puisqu'on parle, vous savez, dans Radio Balance, on donne les chiffres de l'activité du PMU. Oui, à la date d'hier, on est à moins 5,2 VS 2025, qui n'était pas, loin s'en faut, une année fameuse. Et on a déjà perdu 46 millions par rapport à l'exercice précédent. Autrement dit, ça va pas bien, ça va même très mal. On va pas dire que la situation est critique parce qu'il y a encore des gens qui jouent, bien heureusement. Mais bon, c'est pas top tout ça. Autre chose, je viens de recevoir un mail. Alors, ce mail concerne la candidature d'Éric Woerth à la présidence du conseil d'administration du PMU. On ne sait pas si M. Éric Woerth, qui est aujourd'hui préfigurateur de ce qu'on appelle le plan PMU 2030, s'il est candidat à la présidence du PMU. En tout cas, de tous côtés, son nom circule. On nous le présente, c'est fait comme le futur président du conseil d'administration du PMU. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la présidence est assurée de manière intérimaire par Joël Séché, que l'on salue aussi. Son mandat, son intérim devrait s'achever à la fin de ce mois. Et donc, il faudra bien évidemment nommer un nouveau président du conseil d'administration du PMU à cette date, autrement dit début mars. Président du conseil d'administration non exécutif. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On l'a rencontré, M. Woerth. Voilà, très bien. Et cette candidature pose question et soulève quelques problèmes juridiques. Et je vais à ce sujet-là, vous lire le mail que j'ai reçu. C'est en fait copie de la lettre adressée par Pierre Belaïch, qu'on a reçu à plusieurs reprises dans Radio Balance. Pierre Belaïch qui agit en tant que président du syndicat hippique national. Je vous lis sa lettre. Monsieur le député, en ma qualité de président du syndicat hippique national, je me permets de vous interroger publiquement sur les textes juridiques et institutionnels qui entoureraient une éventuelle candidature de votre part à la tête du PMU.
L'annonce faite de votre nom circulant dans le processus de désignation à la présidence du PMU semble constituer une incompatibilité juridique manifeste, indépendante de toute considération politique. Cette lettre a uniquement pour objet de vous interroger sur l'illégalité d'une telle candidature à la présidence du PMU, d'en saisir les mécanismes et de comprendre si la vôtre entrerait dans un cadre légal. D'après les textes officiels relatifs à ce dossier, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de WhatsApp ont circulé sur le fait qu'il y aurait manifestement un conflit d'intérêts entre le fait d'être préfigurateur d'un plan et ensuite d'organiser ce plan depuis l'intérieur. Je poursuis. Cette lettre a uniquement pour objet de vous interroger sur l'égalité d'une telle candidature à la présidence du PMU dans ces mécanismes et de comprendre si la vôtre entrerait dans un cadre légal. D'après les textes officiels relatifs à ce dossier, monsieur le député, vous semblez cumuler deux positions juridiquement incompatibles. Député en exercice, chargé de mission sur le pacte PMU 2030 portant sur la gouvernance et les nominations. Sont cités les articles 432-12 du Code pénal, qui dit que participer à l'organisation d'une nomination dont on est le bénéficiaire constitue un conflit d'intérêts pénalement sanctionné. Ensuite, il y a un autre article qui parle du principe d'impartialité et de prévention des conflits d'intérêts, car il s'agit manifestement d'un cas de conflit d'intérêts. Il n'est pas autorisé d'être à la fois concepteur, influenceur et bénéficiaire. Le Conseil d'État parle d'ailleurs d'un temps de carence qui est fixé à 3 ans. Un délai minimal de 3 ans est requis pour neutraliser tout conflit d'intérêt après une mission impliquant la gouvernance ou les nominations. Toute nomination serait alors immédiatement contestable. Monsieur le député, toute nomination intervenue dans ces conditions ferait l'objet d'un référé suspension, serait annulée au fond pour violation du principe d'impartialité, conflit d'intérêt apparent et détournement de procédure. Monsieur le député, compte tenu de tous les éléments juridiques que je viens d'énumérer, Pierre Belaïch qui parle, je me permets de vous demander s'il entre dans vos intentions de postuler au poste de président du PMU et si votre candidature juridiquement serait recevable. Veuillez agréer, monsieur le député, etc. etc. Eric Woerth qui devrait venir à Radio Balance à la fin de ce mois. Le rendez-vous est pris a priori pour le 26. J'attends confirmation. Mais ça fait 1 mois et demi qu'on est sur sa trace. On a du mal, lui et moi, à faire coïncider nos calendriers respectifs. Voilà, monsieur Blesse. Ouais, parce qu'on cherche un président au PMU. Hein. Ça fait quelques mois, oui. Alors, vous avez rencontré monsieur Eric Woerth dans le cadre de sa mission de préfiguration du pacte PMU 2030. Il a tenu à rencontrer les représentants des parieurs pour avoir le ressenti des parieurs. C'est ce que nous faisons. Et bien entendu, on l'a alerté exactement comme on va alerter M. Giraudat sur ce qui nous semble le cœur du problème, dont on ne parle pas assez. Quand on parle de la crise des courses, bon, on est d'accord pour dire qu'il y a une crise des courses, on va dire que ça vient de la baisse des enjeux. Et après, on passe tout de suite à, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a qu'à créer de nouveaux jeux, disent les uns. Il faut relancer les paris sportifs, disent les autres. Et nous disons, interrogeons-nous d'abord sur les raisons qui font que les joueurs jouent moins. Pourquoi les joueurs hippiques jouent moins ? Il n'y a qu'à les interroger, mais on ne les interroge pas. Tous, Dominique, ils vous diront la même chose. Nous jouons moins parce que nous gagnons moins. Parce qu'on ne gagne plus que des clopinettes. Pour reprendre un vocabulaire que vous allez comprendre, on joue maintenant pour une poignée de cacahuètes. Ou des dadaouettes. Bon, voilà, exactement. Comment vous avez pris cette opération des dadaouettes ? Vous l'avez mal prise ou non, elle vous a fait sourire ? Oui, non, on ne pensait pas pouvoir tomber si bas, franchement. Mais bon, tout ça, c'est comme ce jeu, je vais en parler dans un instant peut-être, la question du jour, mais comment a-t-on pu tomber aussi bas ? Oui, mais lorsque, je veux dire, c'est quand même inquiétant, c'est que on a reçu il y a 1 mois et demi, même pas 1 mois, on a reçu la présidente de l'Autorité nationale des Jeux, ici au Cardinal. Qui vous a dit que c'était un jeu formidable, la question du jour, fallait le remettre en place. Oui. C'est ahurissant. Et comment vous expliquez ça, que ce déphasage absolu, ce décrochage entre ce que pensent les sachants et puis le client de base qui va faire son ticket de quintet le matin ? Je ne connais pas un parieur qui trouve intelligent de demander « Est-ce que vous croyez que dans la course 3 de la Réunion 4, le cheval monté par Stéphane Pasquier va devancer celui monté par Maxime Guillon ou que ce sera l'inverse ?» Comment peut-on croire qu'on va recruter des nouveaux... Ça fait rire Richard, mais c'est vrai, la question du jour, c'était devenu ça, c'était tous les jours qui est la plus grosse. Dominique, c'est une des choses qu'on va dire à M. Giraudat. Il y a quantité comme ça d'initiatives du PMU qui font perdre de l'argent, plus la question du jour, ça a fait perdre de l'argent beaucoup plus que ça n'en a rapporté. Le Big 5,
Le Big 5 est un jeu intelligent, lui, mais qui a mal été conçu puisqu'il est uniquement sur l'Internet. Rappelez-vous, toutes ces publicités du PMU qui disaient « Allez, on va distribuer 50 000 euros samedi prochain au vainqueur de Big 5 alors qu'il n'y avait que 25 000 ou 30 000 euros d'enjeu. » Donc il y a comme cela quantité de systèmes, si vous voulez, qui font que les parieurs, que les rapports sont détériorés. Alors la première cause, il faut quand même dire la vérité, les rapports sont moins bons aussi parce que les joueurs sont meilleurs, ils sont beaucoup mieux informés qu'avant. Grâce à Equidia, grâce à Radio Balance, et ça, on n'y peut rien, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous, il nous faut agir sur les causes sur lesquelles on peut agir, c'est-à-dire des initiatives malencontreuses du PMU. Est-ce que vous me donnez 2-3 minutes pour... Vous avez tout le temps que vous voulez, Eric. Premièrement, il y a les investissements hasardeux. Dominique, vous savez, car je me rappelle que vous en avez parlé une ou deux fois, le PMU, par exemple, a perdu exactement 6 millions d'euros en se lançant dans les NFT. 6 millions d'euros, c'est le fourchette basse. Qu'a donné Jacques Chartier, ancien numéro 2 du Trot. Bon. On est plus à 7 ou à 8. Bon. Et ça, c'est de l'argent pris dans la poche des parieurs et qui n'aura jamais été redistribué. Les paris sportifs, Dominique, je sais que vous aimez les paris sportifs, moi aussi, mais il faut savoir que si on veut les relancer, c'est des investissements colossaux. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous apprendre, Dominique, quel est le grand match de dimanche soir. Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Je déplace, si vous voulez. Bon. C'est juste une question d'argent. Eh bien, j'ai regardé tout à l'heure les cotes. Voici les cotes. À 14h38, la victoire de Paris était donnée à 1,40 chez Winamax et chez Parion Sport et à 1,34 chez PABU. Pourquoi ? Il faut comprendre que pour réussir dans les paris sportifs, il y a une telle concurrence. Il faut avoir tellement les reins financièrement solides, il faut pouvoir vendre des paris à perte, en fait, pour recruter et fidéliser les parieurs. Et donc, peut-être qu'au lieu de 1,35, eh bien, allez, on va promettre 1,40 aux joueurs pour les fidéliser. Le PMU ne peut pas se permettre ça. Il ne peut pas prendre l'argent des parieurs hippiques en otage et comme ça, risquer de le perdre. Donc, c'est très délicat de relancer les paris sportifs. Deuxièmement, donc il y a les jeux, je viens d'en parler, qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Troisièmement, je prends également, bien sûr, l'exemple de tout ce qui a été dans le sens de la diversification de l'offre. Alors, nous savons que dans les écoles de commerce, on apprend que c'est la règle d'or. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin ? Parce que j'ai l'habitude de dire, les dirigeants du PMU croient qu'ils vont appliquer aux parieurs hippiques les mêmes recettes qu'on leur apprend dans les écoles de commerce pour attirer les clients des hypermarchés. C'est pas pareil. Parce que le client de l'hypermarché, on va lui promettre plein de petits cadeaux, ceci, cela, etc., la carte de fidélité, d'accord. Mais le parieur hippique, vous lui promettez, il y a les boosts, il y a les tirelires, allez, 1 million par-ci, 2 millions par-là, 3 millions par-là, il y a le max, il y a tous les cadeaux qui sont donnés ainsi à tort et à travers. Quand vous ajoutez tout cela, ça fait baisser les rapports. Regardez la tirelire de 3 millions d'euros pour le prix d'Amérique, eh bien, il y a eu moins 4 ou moins 5% d'enjeu. Alors, au début, ça va attirer le client, bien sûr. Le client, vous lui dites, allez, on booste le pari simple dans telle course, il va jouer peut-être un petit peu plus. Mais ce que les concepteurs du PMU ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre, c'est qu'à la fin de l'année, le parieur, il va faire ses comptes, il va dire « mais je ne touche plus rien ». Alors justement, ce que vous allez demander à Cyril Giroda, c'est de revenir à un vrai pari mutuel, parce que lorsque vous parlez des boosts, des tirelires, parlez d'autres choses également, on assiste à un dévoiement du pari mutuel, puisque cotisent à ces jeux-là des joueurs qui ne vont pas y jouer forcément. C'est pas le pari mutuel, ça. On touche, le gagnant touche l'argent du perdant dans sa totalité. Alors, mais il y a d'autres déviations. On avait eu la déviance aussi quand on avait soudé les masses du trio. Évidemment. Et du Super 4. Vous avez longuement lutté contre ça et Dieu merci, finalement, vous avez quand même été entendu. Mais par exemple, la garantie du paiement à la place, qui est un cadeau mirifique offert aux grands parieurs internationaux par la direction du PMU il y a 3 ou 4 ans, comment ça s'est passé ? Dominique, c'est-à-dire que maintenant c'est 1,05 hein. 1,05, mais on peut payer perdant, même s'il y a 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, on paiera 1,05. Tarif minimum. Auparavant, vous savez ce qui se passait. Pas de remboursement. Auparavant, on remboursait. Combien de fois, moi, j'ai entendu, les paris placés sont remboursés. Ou bien, on faisait c'était avant, Eric. Oui, ce qu'on appelait un geste commercial.
c'est-à-dire on payait, on prenait dans une caisse que vous connaissez qui s'appelle les arrondis centimes, et donc de temps en temps on payait pour quand même ne Pour pas ceux qui décourager. nous écoutent, les arrondis centimes, c'est lorsqu'un cheval doit payer 1,44 €, il est payé 1,40 €. Voilà. Et donc les 4 centimes, ça va dans une caisse qu'on appelle la caisse des arrondis centimes. Oui, ça sert à ce genre de choses en particulier. Ça servait. Alors on a décidé finalement de payer quand on n'avait pas l'argent. On n'aura pas l'argent, on vous payera quand même. Où est-ce qu'on a pris l'argent ? Forcément, dans la poche des joueurs qui jouaient dans d'autres courses. Et forcément, ça contribue à baisser les rapports. Et puis on arrive bien sûr à la principale cause de la détérioration des C'est rapports. votre grand cheval de bataille C'est depuis, bien sûr depuis les le grands premier parieurs jour. internationaux. À Radio Balance et à l'Association des Turfs, moi j'ai écrit 4 ou 5 articles dans Paris Turf là-dessus, mais je n'ai jamais été suivi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une dizaine d'années, le PMU, pour accroître artificiellement son chiffre d'affaires. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, Dominique, vous dites malicieusement de temps en temps, et ça n'a jamais été démenti, qu'il y a des primes pour les directeurs du PMU au chiffre d'affaires et non pas aux bénéfices. Alors, si c'est vrai, on comprend qu'ils veulent à tout prix augmenter le chiffre d'affaires, même quand le bénéfice n'est pas au rendez-vous. En fait, ce qui se passe, on va le redire, c'est que le vrai curseur, c'est ce qui reste dans la caisse une fois qu'on a rendu l'argent aux parieurs. Et dès le moment où vous utilisez le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la masse des enjeux, on s'en fout, quoi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La masse des enjeux ne fait pas d'activité. Pour les grands parieurs C'est le internationaux... PBJ qui est important, le produit brut des jeux. Bien sûr. Pour les grands parieurs internationaux, on a visé le gonflement artificiel du chiffre d'affaires parce que les enjeux commençaient à stagner. Je rappelle que les enjeux ont stagné depuis 2012, qu'ils n'ont pas augmenté d'un centime et que maintenant ils baissent régulièrement depuis 2 ans. C'est quand même dramatique. Bon. Et donc, pour éviter que les enjeux baissent trop, on a fait appel aux enjeux des grands parieurs internationaux qui jouent à peu près 1 milliard par an. Alors, ils jouent... 1 milliard par an, c'est 10% de la masse, grosso exactement, modo. Peut-être même un peu plus maintenant, puisqu'on est plus à 10 milliards. C'est une opération qui est mauvaise, en fait, pour le PMU du point de vue du bénéfice, parce que les opérateurs étrangers par lesquels ils passent, et j'ajoute qui nous donnent les jeux par Internet alors qu'ils sont versés dans le réseau en dur, ce qui est inadmissible normalement, eh bien, les opérateurs étrangers ne reversent qu'une commission au PMU sur le prélèvement de 25%. Ils réservent à peu près 10%, je crois. Et donc, le reste, ils peuvent le redistribuer aux parieurs internationaux qui ont donc des ristournes tellement énormes qu'ils sont toujours gagnants. Toujours gagnants, je le mets entre guillemets, ce sont les mots mêmes de plusieurs présidents du PMU, M. Hurstel, M. Resplandy-Bernard et même M. Viel. Alors, du coup, les rapports se sont énormément détériorés. Je me rappelle, si vous voulez des rapports avant, quand on jouait un cheval à la place, un cheval qui était, mettons, à 3 €, 3,50 €, on espérait 1,60 €, 1,50 € à la place quand il était à 3 € gagnant. Maintenant, c'est 1,10 tout le temps, 1,10, 1,10. Personne ne peut gagner en ne jouant que des chevaux qui font 1,10 passer. Personne, sauf les grands parieurs internationaux, parce que ce n'est pas 1,10 qu'ils vont toucher, c'est 1,20, 1,25, vous comprenez ? Donc eux, ils vont être toujours gagnants. Et personne ne veut rien faire contre eux. Pourquoi ? Eh bien, la vérité, c'est que le PMU, je pense, a compris maintenant depuis longtemps que c'était une erreur d'avoir introduit le loup dans la bergerie et que ça avait fait beaucoup plus de mal que de bien. Qui est-ce qui freine maintenant ? Ce sont les dirigeants de France Gallo et du Trot. Et on l'a très bien vu il y a 1 an et demi, quand Mme Malkas-Doublé a dit « Allez, on va retirer les enjeux des GPI... » C'était au mois d'août 2024 sur le quartier. Des enjeux de combinaison du quartier. Alors, les dirigeants des sociétés de course, attention, vous nous dites que si on retire les enjeux des GPI, donc les enjeux vont diminuer, nous on va être obligés de baisser les allocations. Non, il faut les garder. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Malkas-Doublé ? Elle a augmenté le prélèvement sur les parieurs d'environ 2,5%. Et ça a été bien sûr... C'est-à-dire c'est la double peine. C'est-à-dire vous gagnez moins et vous êtes fonctionné plus. Et donc ça fait maintenant des années que les dirigeants de France Gallo et du Trot refusent d'évincer les GPI. Rappelez-vous, Dominique, en novembre 2023 pour les élections, tous les candidats que vous avez interrogés, sauf Madame Sionneau, tous les autres, ils ont dit, mais oui, c'est très bien, les GPI. Oui, parce qu'on maintenant, on est devenu GPI dépendant. C'est-à-dire, c'est comme un drogué. Une fois que vous mettez Alors, dans ce cas, doigt dans l'héroïne, vous n'en dans sortez ce pas. cas, Dominique, là, vous êtes sous perfusion GPI. Il faut prendre les exemples dans les bons modèles. Vous savez parfaitement, parce que vous connaissez la chose, que le PMU, l'équivalent du PMU suédois ATP,
ont mis dehors les GPI. Et bien voilà. Alors bien sûr, pendant un The an... Turf, à une époque, avait des GPI. Pardon. Il les a mis dehors. The Turf, le site Écoutez, The Turf j'allais avait vous le dire. J'ai une lettre de monsieur de Rohan-Chabot. Il a mis qui dehors me les dit GPI. exactement cela. Il me dit, mais monsieur Blaise, je comprends votre combat. Nous avons nous-mêmes accueilli pendant un certain temps les GPI. Nous nous sommes aperçus que tous nos clients s'en allaient. Nous les avons chassés. Les clients sont revenus et c'est reparti Exactement. plus belle. Et il ajoute, mais pourquoi, je ne comprends pas pourquoi le PMU ne fait pas la même chose. Et maintenant, les courses sont en train de péricliter. Les gens sont complètement découragés. Vous citez souvent un chiffre qu'on cite, Dominique, c'est le fait qu'il y avait 6 millions de parieurs. C'était des parieurs occasionnels. Richard qui ne Viel, sont 6 plus millions que de parieurs, on est à 3 3 aujourd'hui. Voilà. Mais il y a un autre chiffre, c'est les parieurs réguliers. Et moi, je vais vous le donner. C'était 1 million il y a une vingtaine d'années. Vous avez raison. Ils ne sont plus qu'entre 200 et 400 000. Vous vous rendez compte Alors, nous, les parieurs, enfin, Après, il y a eu des choses. Il y a eu le cancer de la prostate, le Covid et tout. Ils ne sont pas tous partis. Il y en a qui sont morts. Parce qu'on ne remplace pas nos parieurs, malheureusement. Bien sûr. C'est un trait d'humour. Bien sûr, oui. Mais le fait est que, regardez, dans la page donc, de l'association des turfistes, où on demande à nos lecteurs leur contribution. Alors, c'est éventuelle. intéressant. Laissez-moi faire. Voilà, vous allez sur Facebook, vous allez sur le site, sur la page de l'Association nationale des turfistes. Je vais me permettre, Eric, sous votre contrôle, de lire le message que vous avez posté il y a 2 jours. Que veulent les parieurs? Le nouveau directeur général du PMU doit recevoir les représentants des turfistes mardi prochain. Donnez votre avis. Cyril Giraudat, nommé directeur général du PMU depuis le 1er janvier, recevra mardi une délégation de l'ANT. Nous ferons le point sur les sujets les plus importants. Va-t-on rétablir de meilleurs rapports en réduisant toutes les initiatives qui ont provoqué leur diminution? Va-t-on rétablir un vrai pari mutuel? Va-t-on interdire les avantages accordés aux grands parieurs internationaux? Va-t-on empêcher les fortes baisses de cotes qui surviennent après le départ? Comment améliorer le quintet? Faut-il créer de nouveaux jeux? Va-t-on expérimenter le pari à cote fixe? Le PMU doit-il vraiment réinvestir dans les paris sportifs? Ça, c'est une vraie question. Vous pouvez donner votre avis sur tous ces sujets ou sur d'autres points. Toutes vos contributions seront lues avant ce rendez-vous et celles qui seront revenues plus souvent seront transmises au directeur général du PMU. Alors, bon courage, parce que au moment où on se parle, il y a 86 contributions et il y a de la littérature. Autrement dit, il ne faut pas penser que c'est comme ça. Il y a une véritable attente des turfistes par rapport à l'offre de paris hippiques dans notre pays. Je ne parle pas seulement de l'offre du PMU, mais celle de tous les opérateurs PMU plus alternatifs. Et il y a une vraie demande. Et on a quand même l'impression, Eric Blaise, c'est pour ça que j'en viens à ça, que jamais le parieur, autrement dit le client, n'est écouté. Alors, c'est exactement ça. C'est terrible. Moi, je suis administrateur de cette page Facebook. Je lis les messages tous les jours. On a donc 14 000 abonnés. Et c'est terrible de voir le ressentiment des parieurs contre le PMU. Alors vous allez me dire que le français, de toute façon, avait plein de ressentiments contre quantité de choses, mais là, c'est quand même incroyable. Ils se sentent... Rappelez-vous d'ailleurs, Gérard Augustin Normand, cette interview formidable que vous aviez faite pendant 1h30, il disait « Les parieurs se sentent humiliés. Le PMU a humilié les parieurs. » Alors moi, je vais prendre 2 exemples intéressants. Déjà, il y a eu pas mal de contributions là-dessus depuis 2 jours. C'est les fluctuations de cotes et le pari à cote fixe. Et ces 2 exemples qui sont, vous allez voir, un petit peu liés. Les fluctuations de cotes, ça fait un mal énorme. Alors, on ne peut pas les empêcher d'une certaine façon, d'autant plus que maintenant, il y a très peu d'enjeux le matin. Donc forcément, ça fluctue davantage le soir. Bon. Mais... Ce qui est inquiétant, c'est les fluctuations 2 minutes avant la course. Quand vous avez un cheval et vous pensez trouver... Hier, on a encore touché, touché Pierre Béloche. À 27 à l'ouverture, le cheval a été payé 10. Eh bien, écoutez... Quand même, moi je l'ai joué à 27, ils l'ont payé 10. C'était Lucky Mélois. Ils l'ont payé 10. Dominique, pas plus tard que cet après-midi, il y a un internaute qui poste sur notre page justement, l'exemple d'hier c'était Global Concept. Il dit, moi je l'ai joué sous les ailes de l'autostart, il était à 3,60 et j'ai touché seulement 2,70. Alors moi ce que je peux vous dire Dominique, c'est que je vais tout le temps dans les PMU où ne vont jamais ni les dirigeants des courses, ni même du PMU, ou alors ils y vont uniquement quand il y a des petits fours et le tapis rouge, parce que s'ils allaient dans les PMU, ils verraient qu'à ce moment-là, mais les gens crient au voleur. Ils ont joué à 3,60, 3,70, ils touchent 2,60. Ils crient au voleur. Et vous avez même des milliers de parieurs qui se disent les GPI ils jouent pendant la course, après le départ. C'est pas possible. Ça fait un tel mal, mais comment peut-on ne pas comprendre le mal que ça fait aux courses, ces baisses de cotes après le départ, affichées après le départ. Alors à une époque, le PMU avait dit, allez,
30 secondes avant la course, on va les interdire, les paris des GPI. Et puis ça a duré que 2-3 semaines et ils les ont de nouveau permis. Et alors, il y a une chose justement qui est demandée. C'est le pari à cote fixe. Oui, le pari à cote fixe. Alors je vais dire pourquoi. Justement, parce que ça permettrait d'éviter, de détourner, de contourner les paris des GPI qui sont faits dans les dernières minutes et qui font baisser les cotes considérablement. Ça serait le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, bien sûr, ça serait de ramener enfin une clientèle plus jeune, celle des paris sportifs. Parce que les gens qui jouent dans les paris sportifs, moi je vais jouer sur Paris Saint-Germain dimanche soir, bien sûr. Et puis vous connaissez les paris combinés. Quand vous faites des paris combinés sportifs, mais c'est extraordinaire. Vous avez une soirée Ligue des Champions, vous dites, allez, je prends Arsenal, et puis Manchester City, et puis Paris, et vous faites comme ça un pari combiné sur 20 clubs. Vous partez avec 2 € et on vous annonce 1585 €, mettons, de gain à la fin. On pense à Vincent Mutrel qui a touché un 3000 contre 1 avec 10 centimes. Mais voilà, mais bien sûr. Il a fait 20 matchs. On est chez les fous quand même. Hein. Oui, on salue Vincent, bien sûr, on sait qu'il n'est pas fou. C'est un expert de l'expertise. 20 matchs, 10 centimes, 300 €. Il était fier. Il était fier. Mais je dis, pourquoi n'a-t-il pas mis 10 ? Il n'aurait pas changé. Il aurait changé sa vie un peu. Voilà. Et donc ça... Quand ces joueurs-là, ils viennent dans le pari épique, mais le report, ils vont jouer déjà le report d'une réunion sur l'autre. Alors, est-ce qu'on n'a pas un problème de terminologie, ce qu'on dit à Radio Balance, c'est que le combiné, maintenant, on ne parle pas de report au sport, on parle de combiné. Nous, le combiné, c'est 6 ou 7 chevaux au quintet, vous voyez ? On a quand même un problème de sémantique. Bien sûr. Mais donc, les parieurs qui veulent transférer leur expérience du combiné sur les courses, eh bien, ils peuvent le faire de façon très malaisée, évidemment, d'une réunion à l'autre. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et puis surtout, ils ne savent pas combien ils vont toucher. Ils sont complètement désorientés. Et donc, ça permettrait, au moins on pourrait expérimenter le pari à cote fixe. Et on peut même l'expérimenter au départ dans le cadre du pari mutuel. C'est ce qu'avait fait The Turf à une époque. Exactement. Et qui avait été... Alors, elle nous l'a plus ou moins confirmé. The Turf avait lancé des paris à cote fixe au moment du Prix d'Amérique. Oui. Vous vous souvenez de ça ? On pouvait jouer avant. Et alors, on a interdit à The Turf de prendre ses paris à cote fixe parce que l'ANT imaginait que si on jouait Gone Boy, il fallait déjà avoir le numéro PMU 2 mois avant. C'est-à-dire qu'il fallait savoir si Gone Boy, ça allait avoir le numéro 18 ou 17. On est chez les fous. Je vous le dis, on est chez les fous. Bref, on a arrêté cette expérience qui était une expérience extrêmement intéressante. Et puis, on ne peut pas dire... On me répond toujours, ah mais non, c'est interdit de jouer à cote fixe sur les paris hippiques. Mais le PMU vend tous les jours du pari à cote fixe dans les paris sportifs. Donc c'est que ça n'est pas impossible. C'est ce que disait M. Wörth quand je lui en ai parlé. Il a dit oui, il faudrait changer la loi. La loi est faite pour être changée. La loi est faite pour être changée. Mais dès que vous en parlez à des responsables de l'institution, changez le décret. Ah, c'est compliqué. Changer de loi. Ah, c'est compliqué. Mais oui, mais à un moment donné, il faut faire les choses. Au moins l'expérimenter pour le Prix d'Amérique ou pour bien la sûr, Triomphe. Bien sûr. Voilà. L'expérimenter, pour l'instant, on ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Vous voyez Cyril Giraudat, vous connaissez bien parce que votre association a déjà rencontré Cyril Giraudat lorsqu'il était directeur du marketing du PMU. Est-ce que les rencontres que vous avez pu avoir avec le nouveau DG, à cette époque-là, dans les années entre 2004 et 2014, ont fait avancer certaines choses? Alors, il y avait 2 choses. Premièrement, quand on le rencontrait, il avait toujours à ses côtés un monsieur extraordinaire, c'était Gérard Calégari, qui était, si vous voulez, le monsieur jeu. Salut Gérard, il nous écoute assez régulièrement. Voilà. Eh bien, je le salue aussi. En plus, Gérard, j'avais, d'ailleurs avec Cyril Giraudat aussi, moi j'étais professeur au lycée Janson de Sailly et c'est d'anciens élèves du lycée. Donc on avait vraiment de bonnes relations et Gérard Calégari, c'était un technicien extraordinaire. Cela dit, est-ce qu'on était d'accord avec M. Giraudat? La plupart du temps, non. On n'était pas d'accord sur la multiplication effrénée des courses et des types de paris par course, surtout qui quand même fragmentaient beaucoup trop les masses. Alors à l'époque, je me rappelle, tous les deux, ils disaient non, vous avez tort, les rapports ne diminuent pas. Et M. Calégari, d'ailleurs, lui-même était allé me chercher des documents qui montraient que les rapports n'avaient pas diminué, mais comme par hasard, c'était uniquement au jeu simple et au couplet. Bien sûr. Et ben voilà, parce que vous comprenez que c'est bien sûr dans les jeux de combinaison beaucoup plus étendus que là, les rapports sont complètement cassés quand les masses sont trop fragmentées. Quant à M. Giraudat, je me rappelle qu'il voulait lancer à l'époque le quadrillo. On lui disait non, ça ne va pas marcher, c'est beaucoup trop compliqué, les turfistes ne vont pas aimer. Ils l'ont lancé quand même. Donc on n'était pas... on était même rarement d'accord, mais au moins c'est un homme d'ouverture, c'est un homme vraiment
qui écoute, qui respecte l'interlocuteur, même quand on n'est pas d'accord, et ça, c'est un bon point. Alors, la discussion est extrêmement intéressante. Ce que je vous proposais, Eric Blesse, c'est vous laisser aller à cette réunion voir M. Giraudat et éventuellement, si vous êtes libre, revenir vendredi prochain pour nous faire un compte-rendu de la réunion que vous aurez avec lui. 90 contributions, je vous le rappelle, au moment où je vous parle sur la page Facebook de l'ANT. Je les ai pas lues, pour tout vous dire. Oui, très bien, qu'il y a des choses avec extrêmement plaisir. intéressantes. Avec plaisir. Je pense que vous allez avoir beaucoup de boulot pour les remettre en forme et pouvoir les classer par thématique parce que tout y passe. Mais ce serait intéressant de savoir quelle réponse vous apportera. S'il en a à vous apporter, Cyril Giraudat, venez-nous dire ça vendredi prochain. Bien sûr. Moi, je voudrais vous remercier d'abord de donner la parole comme cela aux parieurs ou à leurs représentants. Et puis aussi, vous avez parmi vous des intervenants comme Julien Philippon, comme Gilles Barbarin, qui connaissent merveilleusement les courses, le pari hippique. C'est vraiment des gens comme ça, ou comme Gérard-Augustin Normand. Pourquoi on n'écoute pas ces gens-là ? Eh bien, c'est la question que vous pourrez poser éventuellement à Cyril Giraudat. Eric, on se retrouve la semaine prochaine. On va aller voir Alexandre de Koopman parce qu'il y a des belles courses, Eric Blesse, week-end. Il y a notamment le Prix de France et Queen. On se retrouve avec Alexandre. Ensuite, après Alexandre, on ira voir du côté de chez Sébastien Ernaud si j'y suis. On finira l'émission avec Gilles Barbarin. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, passons maintenant au pronostic du trot avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bon, joli programme de trot tout le week-end avec bien évidemment en point d'orgue le Prix de France, ce sera dimanche. En attendant, Alexandre, on va commencer avec la réunion de samedi. Et un Z5 très intéressant, c'est le Prix de Munich. On commence. Super top 5. Super top 5. J'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est ça. Ça se répète. Super top 5 extrêmement intéressant. Merci messieurs. Et avec celui-ci, on commence ce qu'on appelle les internationaux de fin de meeting, parce que le meeting commence à toucher à sa fin. Il reste plus beaucoup de jours quand même, 3 petites semaines, ça va passer vite. C'est une course européenne, ils sont 16 au départ sur la distance de 2100 mètres, avec de très bons chevaux. Jingle Dupont qui court quand même assez rapproché, il vient de se classer à l'arrivée d'un Z5 en étant ferré, là il est totalement déferré des 4 pieds. Toujours pas. Le plus rapide, qui ça ? Un Z5 encore. Un super top 5. Oui, il vient de terminer à l'arrivée d'un super top 5. Hymne du Gers, c'est techniquement le plus rapide sur le parcours. Il a trotté en dessous de la barre des 10. Et moi, sur RTL, personnellement, j'ai placé Jazzman en tête, le numéro 16, fille du numéro. Mais on voit quand même le retour en forme des chevaux de Laurent Abrivard. Ça peut bien se passer si les choses se mettent dans le bon ordre, Alexandre. Ouais, c'est vrai que ce numéro 7, Jazzman, a été assez impressionnant en dernier lieu. Je pense que ça a toujours été un top cheval et que là, son entourage a vraiment trouvé des bons boutons. Donc, moi, je l'ai placé deuxième. Je lui ai quand même préféré Working Class Hero numéro 2, qui a quand même été bon dans Luxembourg. Il avait le 12 à la bagnole. Là, il a le 2, donc il est vraiment très bien garé. Le tandem Mathieu Mottier, Jürgen Westholm qui fait vraiment sensation. Donc, voilà, je pense que c'est très bonne base de jeu. Le 16, Jazzman. La seule incertitude un petit peu, donc c'est ce numéro en dehors qu'il va falloir négocier en deuxième ligne. Le 7, Jingle Dupont, qui a quand même fait un truc dans le Luxembourg. Il avait le 9 à la voiture, il a fait une petite faute. Alors là, je trouve que ça fait quand même quelques fois où il était parti sur une petite hésitation. Donc je l'ai mis troisième à cause de ça. Le 5, Django Vichy, qui n'a pas eu la bonne course en dernier lieu. Il a dû faire pas mal d'efforts. Mais il a quand même déjà très bien fait sur le parcours. Le 6 Idéal du Rocher qui a peut-être un peu plus de fraîcheur que la majeure partie de ses adversaires du jour. J'aime bien là Hibiscus Man sur ce parcours qu'il adore. Et après, il faut trouver des outsiders. J'ai tenté une petite invention avec le numéro 15, Lightning Stride, Je l'ai mis. que j'ai beaucoup aimé dans le Helen Johansson. Et on a Gabi à son sulky. Elle a beaucoup de vitesse, donc attention à elle. Elle peut pourquoi pas pimenter les rapports. Alexandre, on vous a perdu. Que se passe-t-il ? Oui. Oui, voilà, vous êtes là. Vous disiez que cette Lightning Stride pouvait pimenter les rapports. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé son comportement dans le Helen Johansson. On a cette fois Gabi Gélormini avec, donc c'est quand même un plus. En se faisant ramener, voilà, ça peut être la belle cote. Et derrière, les autres outsiders, je pense le 3 Xar, mais quand même qui doit nous rassurer depuis quelques temps, et le 8 Imnia du Gers, mais qui n'a pas été non plus gâté au tirage au sort. Alors Xar, c'est l'outsider de RTL. Il est déféré des 4 pieds, ce n'est pas... Oui, soufflez pas, Samy, c'est vrai que c'est compliqué.
Si vous regardez ces deux dernières courses, les deux courses de cette année, vous vous dites qu'il est passé de l'autre côté, hein, malheureusement. Mais là, franchement, s'il ne termine pas à l'arrivée dans ce lot-là, avec ce numéro-là, déféré comme il l'est, avec Mathieu Abrivard, sur ce qui est son parcours de prédilection, il va falloir se poser de vraies questions, Alexandre. Je suis assez d'accord. De toute façon, je pense que son entourage s'en pose des sérieuses depuis quelques temps. Donc, c'est vrai que ça ne tourne pas dans le bon sens pour lui, alors qu'on sait que voilà, il a largement le potentiel pour rivaliser avec ces chevaux-là. Et c'est vrai que là, il y a tous les éléments qui sont réunis pour le voir faire l'arrivée. Mais il doit quand même rassurer. Donc, à garder, oui, mais peut-être plus dans un champ réduit que dans un jeu de combinaison assez simple. Ça peut être une base chez les fous. Voilà, C'est ça. Voilà, une base chez les fous. Ah ben j'en ai connu qui ont joué Harmonie du Rabutin sans gagnant, hein, Ah oui. dans le prix d'Amérique. Hein. Ils ont dû. Et des grands turfistes. Ils n'étaient pas si fous que ça, ceux-là. Les pauvres. Pas si fou que ça, mais comment on peut l'envisager peut-être pour une place, mais d'aller de là à mettre 100 et 100. Mais pas de chance, hein, quand même. Ah bah non, c'est pas de chance. C'est doublement pas de chance. Ah hein. oui. Voilà. Bon, allez, on va égrener cette réunion. On commence avec la première. On reparle déjà de Mathieu Mottier avec Marley de Baillet dans cette épreuve qui sera support de top 4 ordre. Bravo. Top 4 ordre. 8 au départ. Marley de Baillet, c'est le numéro 6. Ouais, je pense que de toute façon, il va falloir prendre un abonnement Mathieu Mottier au cours de cette réunion. Marley de Baillet, oui, hein, qui vient de s'imposer de brillante manière dans la spécialité qui nous intéresse. Maintenant, il y a un os sur sa route avec le 4 Macara du trio, vient également de très bien se comporter dans la spécialité qu'il découvrait et qui est cette fois allégé dans sa fureur. Donc je pense que c'est un match à deux. Voilà, derrière, attention, numéro 5, Mario de la Vallée, qui mérite un large crédit. En fin de meeting, on aura le critérium des jeunes. On parle du critérium des jeunes avec ces pouliches au départ de la deuxième. Elles sont 9 et la course est très compliquée, Alexandre. Ouais, alors si on va dans la logique, on prend la ligne du 8, un Oneka qui sera totalement plaqué cette fois, du 7 Noir Intense, qui sont deux bonnes pouliches. Après, voilà, si on aime le risque, j'ai bien envie peut-être de prendre le pari du 4 No Limites d'Elo, qui donnait des grosses promesses, qui viennent partir au galop à 2 reprises. Donc ça va jouer dans la mise en jambe avec elle. Maintenant, elle est plaquée des 4 pieds pour la première fois. Donc voilà, si on veut être un peu spéculatif, on peut la tenter pour contrer les deux favorites. Voilà, la troisième, c'est le prix de Carquebus. Carquebus, c'est près de 40 ans, près de Sainte-Mère-l'Église. C'est dans la Manche, vous l'aurez compris. Et c'est une course assez ouverte, Alexandre. Ouais, je pense qu'on a quand même un bon point d'appui avec le 5 My Darling au fort, hein, qui en dernier lieu sur le parcours était venu aux avant-postes, mais le nez au vent, qui n'avait pas démérité. Cette fois, elle est allégée de vent dans sa ferrure. Donc voilà, bon numéro. Tous les feux me paraissent au vert pour elle. Le 2 Marley, qui a été bonne en dernier lieu, mais qui est peut-être un peu meilleure sur la tenue. En tout cas, on a vu cette casaque et cet entourage briller cet hiver aussi avec un très bon poulain. Mais voilà, cette Marley, il va falloir la suivre. Et attention, après au 12 Make It Right, qui a été chanceuse la dernière fois pour s'imposer, mais le chrono était quand même assez significatif. Donc en venant de derrière, pourquoi pas. Après, c'est peut-être pas la course de l'année. La cinquième est juste après le Super Top 5. C'est le prix de Grignan en voyage. Grignan, c'est dans la Drôme. Et on peut s'intéresser à la candidature dans ce prix de Grignan à Le Touquet, qui porte le numéro 11. Ouais, ça va être le logique favori de la course. Il a 2 courses dans les jambes. Il est extra en étant déféré des 4 pieds. Il arrive, lui, en fin de meeting avec plus de fraîcheur que certains. Donc avant le coup, tous les feux sont au vert. J'ai envie de dire qui pourrait être deuxième. Le 9, Lavalo Bello, il a vaincu Stiver à Vincennes. Le 3, Let It Snow, qui progresse depuis quelques temps. C'est un cheval dur. Et le 6, Loman, qui s'entend bien avec le petit Théo Briand, qui fera le déplacement samedi à Vincennes. Exactement, il a pas mal de montes, et notamment pour Sébastien Garato. La sixième, c'est un top 5. Le prix Ephrem-Well, une course de groupe 2 réservée à des 4 ans. Sans les Hongres. C'est compliqué. Maître Jacques, peut-être, le numéro 7, mais on a tous les bons qui sont là. Magic Knight, Madrid au fort, ils sont là. Magic Man qui fait son retour, Ferret, le fameux Magic Man. Enfin, bah oui. Il vient de faire donc sa rentrée qui était enfin, il a fait sa rentrée du coup cet hiver, mais qui était plutôt pas mauvaise. Donc, enfin, c'était en début de meeting quand même. Et on a Mad Manatis. Voilà, la rentrée c'était début de meeting, mais je trouvais que c'était pas si mal que ça. Maintenant, ma préférence ira à Maître Jacques,
qui a souvent été quand même malchanceux. Voilà, je me suis dit que là, quand son entourage allait l'alléger dans la ferrure, je prendrais l'abonnement. Donc là, c'est le cas. 2100, il a souvent très très bien couru. Il a déjà marché 11. Voilà, après, on sait qu'il avait été un petit peu malade, mais bon, ça lui a permis peut-être de reprendre un peu de fraîcheur. Il a évité le dernier combat de la génération, là, qui était un sacré combat. Donc le 7 Maître Jacques, mon préféré, le 8 Magic Knight, qui a encore été sensationnel en dernier lieu. Maintenant, c'est vrai que 2100, même si elle avait déjà bien fait, elle peut être à un moment donné prise de vitesse. Je me méfie beaucoup du 3 Matt Manatis. Lui, la vitesse, c'est vraiment son sport de prédilection, pardon. Et on enlève les 4 Godas pour la première fois, ça peut faire la différence. Et ensuite, derrière, bah oui, forcément, on va parler du 4 Magic Man ou du 9 Madrid au fort, mais elle qui n'a vraiment pas été gâtée avec le tirage au sort. La 7e, c'est le prix de Verneuil. On a une pensée pour Vincent Mutrel, qui la semaine dernière a joué au trop monté Love Beat. Et il a été disqualifié, il a perdu beaucoup d'argent, Vincent, mais il va se refaire là sans doute avec Love Beat puisqu'il court à l'attelé. C'est le numéro 4 et ce sera un outsider spéculatif. Plus sérieusement, c'est en bas que ça se passe avec dans cet ordre Lauréat Dry, Lady Dada et la Luna des Forges, le 10, le 9 et le 8. J'ai refait confiance à la Luna des Forges, le numéro 8. Il n'y a rien qui s'oppose à l'avoir répété. Elle a trotté quand même 12-6 deux fois cet hiver sur les 2007 de la Grande Piste, donc c'est quand même des super chronos. Elle est capable d'aller devant, c'est quand même un avantage et ça va jouer au parcours. Le 9 Lady Dada, justement la dernière fois, ça s'est mal passé au niveau du parcours, s'est retrouvé rapidement le nez au vent et malgré tout, elle n'a pas démérité. Le 5 Louise Adato qu'il faut reprendre ou le 7 Lily Dry. Et voilà, elles se tiennent de près dans cette course-là. La 8e, c'est une course autre-montée, une européenne, belle européenne avec un grand favori, c'est Jacques Aranda, le numéro 2, auquel on peut peut-être opposer le numéro 3 Turelay qui va faire ses débuts autre-montée, associé à Mathieu Bottier. Le 2 Jacques Aranda qui a été quand même non partant, donc c'était le jour du Prix d'Amérique. Ce jour-là, c'est vrai qu'on disait que rien ne fonctionnait correctement pour l'écurie Lévesque, donc maintenant, il est de retour dans cette épreuve. On sait que c'est un cheval qui a un gros moteur, qui n'a besoin de personne et c'est un favori tout indiqué. La deuxième place, le 10, un Just Forbach qui est bien luné actuellement. Donc il n'y aura pas Eric Raffin, mais il y aura Damien Bonne sur son dos qui aime bien ce genre de choix un peu compliqué. Il va lui tirer du train, donc je pense qu'il peut également faire un numéro. Le 9 Heuristique qui descend d'un cran après avoir quand même disputé le Cornulier. Et donc ce numéro 3, Dominique, dont vous venez de parler, Turelay, qui a fait des bons débuts au 3 athlètes dernièrement sur notre sol, avec l'aide de Mathieu Mautier. C'est sûr que ça peut être un pari également intéressant. Et la dernière, c'est la 9e, course extrêmement compliquée, des 6 ans, ils sont des mâles et des hongres, et en fait il y a un seul mâle, c'est le 3, Kansas Keno, et ça tire tous les côtés. Moi j'aime bien à ce niveau-là, le démote, à savoir Killer de Chaos, c'est une chance, mais il y en a d'autres, Alexandre. Ouais, course très ouverte pour finir cette réunion. J'ai longuement hésité, le 2 Killer de Liton, je me dis qu'il avait remporté quand même un super top 5 fin décembre, c'était sur plus long. Il a déjà bien fait sur la vitesse, bon numéro, Mathieu Mautier pour bien finir cette réunion. Donc je suis allé sur Keller de Liton, à mon avis une bonne base. Le 5 Kennedy France, pas très chanceux en dernier lieu pour sa rentrée, c'est le parcours de son dernier succès. Donc j'avoue que l'hésitation était vraiment permise entre les deux et on a eu des bons bruits sur l'Asking d'Hermès, même s'il n'a pas été convaincant, je trouve, au cours de ses dernières prestations. Mais qui avait fait de belles choses. Donc attention, avec le 1 la voiture, ça peut être également une première chance dans cette épreuve. Alors, on va passer à dimanche maintenant avec un prix de France qui a réuni 13 partants. C'est la course qui a été choisie par les organisateurs comme support du Super Top 5. La question se pose, savoir si c'est un bon choix, parce qu'on a les meilleurs chevaux du moment au départ, mais les rapports, une nouvelle fois, risquent d'être déceptifs. Surtout, c'est les principaux favoris de la course, à savoir l'As, Francesco Zet, le 5, Gone Boy, le 6, Hokkaido Giel, le 3, Iguski Sotone, voire le numéro 10, Iroise de la Noé, termine dans cet ordre. On va avoir encore une fois des bonus Rikiki à 2,20 €. Ça n'a peut-être pas de sens pour un jeu qui est supposé être un jeu grand public qui paye quand même son homme. À vous, Alexandre. Ouais, après, c'est dur de ne pas prendre le prix de France, surtout qu'on a à peu près les partants, je dis bien à peu près. Après, c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît aussi. Moi, j'ai fait confiance à la Francesco Zet parce que je
trouvais que c'était la grosse note du prix d'Amérique. Il sera encore mieux 2100 avec le 1 et Benjamin Rochard. J'avoue que voilà mon préféré. Après, je me suis un peu gratté la tête pour les places, en tout cas pour les mettre en ordre, voilà, plus exactement. Alors le 4 Epic Chronos a été bon dans le prix d'Amérique. Son entraîneur disait qu'il n'était pas à 100%, qu'il le sera cette fois. Donc c'est peut-être la course de Daniel Redden. Le 5 Gohan Boy qui n'est autre que le tenant du titre. Je pense que la course du prix d'Amérique va l'avoir ouvert. On laisse Ferré. Alors c'est vrai que voilà pourquoi à la base je voulais mettre Gohan Boy en deuxième position et le fait qu'il soit Ferré, je me dis quand même que ça peut. Mais en même temps, Romain Derieux a toujours dit. Maintenant, il a gagné des clopes en étant Ferré. On sait qu'il a déjà fait de grandes choses comme ça, donc ça va pas l'empêcher de faire l'arrivée, mais est-ce que ça peut l'empêcher de gagner? Romain, je vous interromps. Romain Derieux a toujours dit que le déferrage finalement ne l'améliorait pas, hein. Pas plus que cela, Gohan Boy. Ouais, après, je suis pas forcément d'accord à Vincennes, en tout cas pour lui, pour ça, mais en tout cas, lui, il est capable de faire les arrivées ferrées. Ce que ne sont pas capables de faire 80 ou 90% des chevaux qu'il affronte dans cette épreuve. Donc non, avec le 5 à la voiture, il n'y a pas d'objection à voir à l'arrivée. Le 9 Josh Brewer, qui a fait une performance héroïque dans le Prix d'Amérique. Maintenant, voilà, le pire des numéros, c'est lui qui l'a tiré. Donc va falloir composer avec ça. C'est pas simple, d'autant qu'il a quand même une vraie course dans l'Amérique. Donc point d'interrogation, même si au papier c'est une toute première chance. Le gagnant du Prix d'Amérique, le 6 Hokkaido Giel, qui va tenter de remettre ça. Le numéro, voilà, il est un peu en dehors, mais ça reste correct. Les 2100, il a souvent bien couru. Il n'a pas une course très dure, je pense, dans l'Amérique, contrairement à certains. Ensuite, le 10 Iroise de Lanoé, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Iroise, c'est pas son sport, hein, les 2100. En plus, je pense qu'elle a hérité du pire des numéros, le 10. Hein, c'est vrai, elle va être prise de vitesse, elle va être un peu enfermée avec ce numéro-là. Donc mais vous êtes pas loin de vous êtes pas loin de la voie de dégagement en même temps quand vous avez le 10. Non, je disais que je la voyais gagner dans le Prix d'Amérique, donc si je l'avais pas dans le Prix de France, je passe un peu pour un fou. Donc en plus, elle avait très bien couru dans le Bourgogne. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un wagon 3 ou qu'elle puisse se faire amener. D'accord. Allez, on va attaquer. Il y a Guski quand même, non? Et Iguski Sauton. Guski, c'est mon outsider. Ouais. C'est mon 7e, Iguski Sauton, qui n'a jamais déçu sur le parcours. Et voilà peut-être la surprise un peu de la course. Ça peut être ce numéro 3, Iguski Sauton. Et j'ai gardé en bout de piste le 2 Marosa. Voilà, même si elle non plus, elle n'a pas eu un parcours très favorable dans l'Amérique. Il faut voir si elle s'en est bien. Si elle s'en est bien rappelée, voilà, on aurait pu citer le 7 Keep Going, le 8 Executive EK. Donc, il y a 10 chevaux, je pense, dans la course. Voilà, pour les amateurs de combinaisons un peu élargies. Si vous prenez des bases, à mon avis, il y en a 10 à garder. D'accord que les 3 du bas, non. Idol d'Ourville, ça va être compliqué quand même. Hein. Oui, Idol d'Ourville, ça va être compliqué. Icebreaker, je pense aussi. Rikita JP, après, elle adore ce parcours, mais elle est peut-être quand même un ton en dessous de ses adversaires du jour. Très bien. Allez, on va attaquer la réunion avec le prix d'Oloron. En fait, c'est le pendant de l'épreuve d'ouverture de la veille, hein, avec quelques-uns des meilleurs 3 ans du moment, mon cher Alexandre. Oui, course très intéressante. J'ai fait confiance à la vaincue, le 6 Nottingham, qui a quand même battu Not This Time, hein, qu'on a vu répéter à 2 reprises et qui a notamment remporté un groupe 3. Voilà, il effectue une petite rentrée. C'est la seule petite interrogation à son sujet. J'ai beaucoup aimé le 8 Night Speed en dernier lieu sur les 2002 de la petite piste. Il s'était retrouvé né au vent et malgré tout, il a gagné très sûrement. Donc attention à ce numéro 8 Night Speed. Le 4 Napolitano Vero, pas revu depuis le mois d'août, mais qui plaquait des 4 pieds d'entrée de jeu. On sait que les alertes sont souvent prêts d'emblée. Et attention au 7 Necklace, hein, qui a été battu d'Arien lors de sa dernière prestation. Un deuxième, c'est le prix c'est Louis Lebourg, hein, je crois. Attends, oui, c'est ça, le prix Louis Lebourg, course autre-montée. Match attendu entre la nouvelle coqueluche de l'écurie de Damien Bones et Moustique Lagovel, c'est le numéro 7, et le numéro 10, Mum Flying. Ouais, c'est vrai que j'ai hésité entre les deux. J'ai quand même gardé Moustique Lagovel en tête, qui a fait quand même sensation dans le prix de Vincennes. En plus, on sait il y avait eu un petit problème d'harnachement ce jour-là, donc Damien Bonne n'était pas très content avec lui, mais voilà, on a gardé sur la fraîcheur. Il est déféré les postérieurs cette fois.
Donc c'est la première fois, et avec un peloton où ils sont finalement pas beaucoup, donc il va pouvoir prendre ses aises. On sait c'est un cheval encore un peu spécial. Maintenant, il est capable d'un très bon dernier kilomètre. Il faudra battre donc ce numéro 10, même Flying, qui est invaincu en 2 prestations avec Alexandre Abrivard et qui l'a fait avec de la marge en dernier lieu, malgré un super chrono. Derrière, on va peut-être faire confiance au 6 Matignon, que j'ai vu s'exercer donc récemment. C'était sur l'hippodrome de Salon de Provence et on plaque devant pour la première fois. Même si on a été peut-être un peu déçu de ses dernières prestations, on sait que c'est un cheval qui peut rivaliser au plus haut niveau et peut-être tenter la moitié, qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est Morita, le numéro 3, mais qui monte quand même de catégorie. La troisième, alors c'est une course extrêmement intéressante. On est sur un 2100 pour des juments âgés de 6 ans, 16 au départ. Eric Raffin manque cruellement. Eric qu'on aurait pu retrouver au départ avec le numéro 2, Kotki Girl, ou avec le numéro 6, Calamity Chenu, qui est associé ici avec Gabi Gilormini. Kotki Girl étant drivé par Damien Beaune. Mais on peut peut-être aller voir au deuxième échelon du côté de chez Derieux qui présente 2 bonnes juments, Kathleen Debris qui le drive et Qualita Suprême qui le confie à Franck Nivard. J'avoue être assez chaud bouillant de ce numéro 6, Calamity Chenu, qui a très bien fini à Angers avec son entraîneur. Elle retrouve le parcours de son dernier succès. Gabi Gilormini s'entend à merveille avec elle avant le coup. Je pense qu'elle a tout pour elle. Après, oui, je suis allé voir un petit peu du côté de Romain Derieux avec le numéro 16, Qualita Suprême, qui avait été très bonne l'hiver dernier. Là, elle a eu plusieurs parcours de remise en route. Elle a le 16 à la voiture, voilà ce qui m'embête un petit peu. Mais je pense qu'elle est en retard de gain. Le 15, Kathleen Debris, qui a brillé cet hiver à Cagnes. J'aime bien en première ligne également le 3, Kelom la légende, qui fait bien ce parcours. Le 8, Carayella Bond, qui a été également préparé en vue de cette épreuve. Donc course assez ouverte, mais je suis très confiant de ce numéro 6, Calamity. Belle course, c'est d'ailleurs un top 5, c'est le prix Mérévigne. Si vous allez à Vincennes dimanche, d'ailleurs, il y a le salon Mérévigne qui est installé dans le grand hall. Vous pouvez faire vos courses, c'est un groupe 3. On est peu nombreux au départ, 12, mais la course est ouverte à souhait avec un bon favori. En tout cas, il vient de renouer avec le succès, c'est le numéro 9, Carnac-Wood. Mais il y en a d'autres aussi qui courent après, qui vont essayer de nous rassurer. Je pense à Brothers in Arms, Wolfgang Nimzik, Mathieu Abrivard, Kika Josselin, c'est le numéro 4. Et on a en bas un cheval comme Quelle Beauté qui est capable de se distinguer. Ouais, je pense que vous avez bien fait le papier, Dominique, dans cette course-là. 9 Carnac-Wood qui viennent trotter 12-2 sur la distance classique. On se dit que s'il répète, il va falloir aller le chercher. Je suis allé voir les vidéos de ce numéro 8, Bocha Diablo, qui aligne les victoires en Suède. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air vraiment très bien. Alors après, ce qui m'embête, c'est qu'il reste ferré, mais il reste tout le temps ferré en Suède. Il a été très peu de fois déféré dans sa carrière. Avec Franck Nivard, je me dis que ça peut être très bien d'entrée de jeu. Comme vous, j'aime bien également Brothers in Arms, qui viendra assurer. Et le 4 Kika Josselin qui vient très bien courir dans le Luxembourg également. Groupe 2 autrement, c'est la 6e, le prix Ovid Moulinet, avec Lovino Bello qui a préféré cet engagement-là à celui qu'il l'aurait trouvé dans le prix de France. C'est vrai que c'est un peu plus facile, même s'il y a dans la course le numéro 8, Lisa Josselin, et le numéro 9, Lombok JL. Ouais, et Liberté de Choiseul. Pouvoir prétendre à la victoire. Le 7, Liberté de Choiseul qui était très bonne dans la course de référence, tête et corde à la manière d'effort, et depuis qu'elle a déféré les 4 pieds, c'est 3 victoires en 4 sorties. Donc elle peut, pourquoi pas, remettre ça. Le 9, Lombok JL, je trouve qu'il a été héroïque la dernière fois en se retrouvant donné au vent de Liberté, et jusqu'au bout il a lutté avec elle. Donc tôt ou tard il finira bien par gagner sa belle course, Lombok JL. Donc après on a Lisa Josselin, le numéro 8. C'est vrai qu'on était un peu déçus la dernière fois parce qu'elle a eu la bonne course. Maintenant, on sait, l'écurie Bazir vise avec elle le prix de sélection où elle sera déférée des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu, ce qui n'est pas le cas cette fois. Et le 10, Lovino Bello, qui n'a pas été ridicule dans le prix d'Amérique, où il a pris une 7e place, donc il est terminé tout près des vieux. Ça va jouer au parcours entre ceux-là. Et ben voilà, le prix des Vosges, c'est la 7e, c'est le dernier top 5 de l'après-midi. On est sur la distance de 2850 mètres. Il y a 2 échelons de départ, 6 sont en tête, 7 rendent la distance. C'est peut-être derrière que ça se passe avec des chevaux comme Je compte Cibé, voire Juste de Loison. À vous, Alexandre.
J'ai plutôt joué devant. Dominique, le 5 Jovial au fort. Il vient de trotter 12-9 sur le parcours en le faisant avec de la marge. Donc, s'il trotte 12-9 devant, enfin, il va falloir quand même se dépêcher derrière. Le 3 Joss du Châtelet, qui est un trotteur très dur à l'effort et qui fait vraiment un très bon meeting. Le 6 JP de Crépin, on sait que c'est pas la sécurité sociale, mais il est capable de faire un numéro. Et au 25 mètres, oui, le 10 Just de Loison et le 13 Joconde Sibé qui a été malheureuse à plusieurs reprises. Là, on a mis Alex Abreva. La 8e, c'est une course autre montée. Voilà une course qui aurait fait un top 5 intéressant. C'est le prix de Bouguenais. Ils sont 15 au départ des 2175 mètres. Il peut y avoir des surprises. Et ce sont les gros numéros qui auront sans doute d'autres préférences, Alexandre. Oui, avec le 14 Largowin, bon engagement. Les chevaux de Charles Motier qui reviennent en forme après avoir été malades. Base de jeu, ce 14. J'ai un gros faible pour le 4, Labrax du Sky. C'est peut-être pas le cheval de tout le monde, mais notez-le bien celui-là parce qu'il va monter en gain. Il avait fait un truc lors de sa dernière sortie. Il fait une rentrée, mais son entourage doit défaire des 4 pieds. Sébastien Pasquier aime bien ce genre de chevaux également, donc je le vois bien faire un numéro. Le 11, Lion des Îles, a fait de bons débuts sous la selle, malgré le fait que peut-être je pense que la distance est un poil courte pour lui. Et en outsider, j'aime bien également le 10, la Senda Flash, qui va être très à son affaire sur ce parcours. Voilà, et on termine avec la 9e. Une belle course, on peut s'intéresser dans ce prix de série pour des 4 ans, des mâles, à la candidature du 9. C'est Mourillon, entraînement Motier, Drive, Motier, Mathieu, bien sûr. Oui, le 9 Mourillon, qui a remis les pendules à l'heure à Bordeaux. On enlève les 4 fers pour la première fois, donc on dit qu'il peut tout à fait répéter. Il faudra quand même battre le 8 Mus de KO, qui a couru 2 fois sur ce parcours. Premier et deuxième, et il trottait 12,5 à chaque fois, donc c'est vraiment un super chrono, donc c'est un sérieux client. Le 10 000 Sabor Divo vaut une course comme ça, mais il faut qu'il démarre sur la bonne jambe. Lui qui est nettement plus confirmé derrière la voiture. Et attention au 5 Malabar Mago qui est proche d'un exploit à l'heure actuelle. Et ben voilà, on a fait le tour des 2 réunions de Vincennes. On a 2 premiums. L'une samedi, c'est à Toulouse. L'autre dimanche, c'est à Bordeaux. Est-ce que vous avez vu des choses, Alexandre ? Alors, j'ai regardé samedi, mais plutôt Cagnes, qui est une premium aussi. Oui, j'ai c'est regardé vrai. Bordeaux, mais du coup, j'ai dû faire l'impasse sur Toulouse, Dominique. Très bien. Non, allez-y sur Cagnes. Alors, Cagnes, la réunion semble un peu limpide avant le coup, donc j'espère que ce sera le cas. La première, le 3 Calisté avec le 4 Jazz Burois. Le 209 No Man's Point, pour moi, ce sera l'une des attractions de la réunion. Un très bon poulain, il sera encore mieux sur plus long. Il a vraiment fait une super fin de course pour ses débuts victorieux. Dans la troisième, on attend un match entre le 308 Crooner d'Éripré, qui est invaincu cette année, et le 309 Joy du Carnois qui a repris un peu de fraîcheur. Pour la troisième place, le 10 Escortelov qui sera totalement déféré pour la première fois du meeting. Le 507 Carvéléan qui avait été malade après sa victoire parisienne, mais on le sait, c'est vraiment un top cheval. Dans la sixième, là, c'est Vigno Flack, très bonne rentrée. Le 2 London Recall qui revient gentiment à son bon niveau. Le 4 Little Rock d'Orvad et le 7 Lynx du Saptel. Si on fait un trio ou un couplet de cela, on sera pas loin de la vérité. Et on va terminer la réunion avec Romain Derieux, le 707 Mamselle d'Éripré, déféré des 4 pieds pour la première fois. Voilà, vu la réussite de son mentor actuellement à Cagnes, on ne peut que lui faire confiance. Et j'ai regardé dimanche Bordeaux. Bordeaux, j'ai noté quoi ? Le 305 Lupin des Tours, qui est invaincu en étant déféré des antérieurs avec le 3 Lorky Red. Dans la quatrième course, j'aime bien le 6 In the Summertime avec le 8 Genko du Henquin et au 25 mètres le 12 Jaguar de Daline. Dans l'épreuve sous la selle, le 609 Mist Night Quick qui a bien fait un cabourg dans la spécialité. Ça va jouer au départ, mais ça vaut largement un lot comme ça. Et j'ai bien aimé la qualification du 701 Estade Vandel, une pouliche entraînée par Jean-Philippe Monclin. Voilà qui est dit. On va maintenant retrouver un monsieur qu'on aime beaucoup à Radio Balance, c'est Sébastien Ernaud. Bien évidemment, c'est l'entraîneur de Josh Power au départ du Prix de France Equine de dimanche avec au sulky David Thomas et un mauvais numéro, le 9. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bien, après les pronos du trot, on reste avec Alexandre, bien sûr, qui est avec nous et on a le plaisir d'accueillir Sébastien Ernaud, notre invité. Salut Seb. Salut tout le monde.
entraîneur driver, et dimanche seulement entraîneur parce que la patrouille est passée par là, la suspension est trop longue, donc même pas le droit de driver les groupes. Chacun s'en émeut. Bon, votre cas est singulier, celui de Eric Raffin qui est quand même favori de toutes les courses et qui assure une bonne partie de la recette de l'institution. Pose problème. Est-ce qu'il faut impérativement, parce qu'on en parle tous les ans, c'est un marronnier, est-ce qu'il faut impérativement revoir la règle, Sébastien Ernaud? Déjà, on avait le droit de courir les groupes et c'est eux qui ont revu la règle. Déjà, la règle, elle a été revue. Pour moi, c'est une vraie connerie. Hein. Même vis-à-vis des joueurs et tout ça, quand tu peux pas suivre ton cheval dans un groupe 1, c'est quand même dommage. C'est absolument, il faudrait revoir. Je comprends pas qu'ils aient durci dans le sens où on ne puisse plus, on soit également interdit, qu'on soit jockey ou driver, interdit de courir les classiques et les semi-classiques. Bon, c'est un vrai problème à l'heure où on cherche de l'argent partout. Si on se prive des principaux acteurs, je veux dire, un film sans Pierre Ninet, c'est pas un film qui va marcher, vous voyez, pour grossir le trait. Donc, je suis d'accord. qu'Éric Raffin soit suspendu 13 jours en plein meeting d'hiver, je veux dire, on marche sur la tête, on est chez les fous. Alors, il y a des messieurs dans les commissions qui prennent des décisions, mais ce sont des décisions contre-productives et il ne faut pas s'étonner à un moment donné que les affaires vont mal. Parce que quand on n'a pas de tête d'affiche, déjà on a Bazir qui est sur le flanc, maintenant Eric Raffin, ça fait quand même beaucoup. Bon. Surtout à l'époque qu'on vit, quoi. Je veux dire, on n'a surtout pas besoin de ça. Si encore l'argent coulait des murs, on se dirait, ok, ça fait rien. Affaire suivante. Et surtout qu'il n'y a pas eu de faute grave qui a été commise. Il faut aussi le rappeler quand même. Oui, exactement. Moi, pour ma part, je suis battu d'une tête, j'ai défendu ma place. Voilà, on est dans un prix d'Amérique, on n'est pas non plus dans une autre série. Je suis pas 7e, je suis 2e, battu de rien. Alors, battu d'une tête, battu de 15 cm. Est-ce que vous, depuis une dizaine de jours, est-ce que vous revoyez régulièrement ce prix d'Amérique, Sébastien Ernaud? Non, je l'ai revu aussitôt, comme toutes les courses, mais voilà, moi j'ai pas de regrets. Moi j'ai couru pour gagner. Mon cheval a été très fort. Voilà, maintenant Francky a eu quand même de la chance, faut le dire. Si Gone Boy fait pas la faute, voilà, c'était pour nous. Mais je suis fier de mon cheval. Pour vous, c'était quand je dis, est-ce que vous avez refait la course dans votre tête? Est-ce que pour vous, de toute façon, telles que les choses se sont mises en fin de parcours, c'était pas du tout gagnable? Votre cheval était à fond. Il y avait pas moyen de grappiller 10 ou 15 cm de manière à passer le poteau en tête? Non, du moment que Francky trouvait le passage, il a rien fait de la route, il a couru pour être 6-7e, le mien il a couru pour gagner. Non, si Gone Boy fait pas la faute, c'est fait. Voilà. J'ai vu la course avec Pierre-Emmanuel Marie qui à la fin de la course m'a dit c'est quand même dur de gagner un prix d'Amérique. J'ai dit oui, surtout je veux dire quand t'es deuxième battu de 10 cm. Mais c'est quand même une performance, une grande performance, la plus belle performance de la carrière de Josh Power. Il est au départ, Sébastien, dimanche du prix de France. Le numéro n'est pas son avantage, il a tiré le 9 et vous avez choisi David Thomas pour le driver. Oui, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, Eric, il l'a drivé l'année dernière pendant mon accident et à pied. Donc moi j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec David Thomas et j'ai de bons résultats et j'ai confiance en lui, donc je me suis retiré vers lui. Et c'est la première fois qu'il va le driver, David, de mémoire. Est-ce qu'il est venu l'essayer à l'entraînement chez vous ou est-ce que ça va se faire vraiment au pied levé pour les hits, pour les canters, pour la course? Non, il n'est pas venu l'essayer, il n'a pas besoin. De toute façon, le cheval, il a refait du léger depuis le prix d'Amérique. Ça aurait servi à rien. Et oui, David, il fera le deuxième hit, même si ça sera un hit léger, mais c'est un cheval qui est, c'est une petite voiture de course, il est maniable. Il est maniable, donc comment vous quelles sont les instructions, les ordres, les conseils que vous allez donner à David pour sortir du numéro 9? Est-ce que on a affaire à un Josh Power qui va démarrer, qui va reprendre, qui va attendre pour venir finir dans votre esprit, ça se met comment cette course-là? Le numéro 9, c'est entre guillemets, c'est un peu catastrophique, je pense. Après, les courses, faut les courir, mais c'est pas terrible parce que les chevaux de la course, ils sont tous bien garés en dedans. Donc si on démarre, on va se retrouver en dehors d'eux et on va faire tout le boulot et on va se faire ramasser, à mon avis. Donc j'ai envie de lui dire de pas démarrer et d'essayer de prendre le wagon de 3 s'il y en a un. Parce que il y en aura un, mais...
Parce que finir, de toute façon, on sait qu'il va finir, parce que c'est un cheval qui n'est que dur. Oui, voilà, mais moi, l'autre jour, j'avais quand même tout axé sur le Prix d'Amérique. Il a fait quand même une vraie course et je veux pas qu'il fasse ça à chaque fois, quoi. Et en plus, c'est un cheval qui est capable de tout faire dans un parcours. On l'a vu cacher et finir, aller devant et être dur donc il peut un peu s'adapter à tous les parcours. Ouais, l'année dernière, il n'était pas capable de faire les 800 comme il a fait dans le Prix de Bretagne et dans le Prix d'Amérique. Et cette année, il a vachement évolué. Il est capable de le faire, mais justement, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut pas le faire à chaque fois non plus. Comme vous le dites, il a progressé depuis l'année dernière. Est-ce que vous avez encore affaire à un cheval qui a beaucoup de marge et qui peut encore progresser en vitesse, en vélocité, en dureté? Est-ce que vous êtes allé au bout? Est-ce que vous êtes aujourd'hui avec le bon Josh Power, ou est-ce que vous pouvez encore l'améliorer? C'est ça la question. Non, je pense qu'on est quand même avec le bon Josh Power. Maintenant, faut pas s'il fait ça tout le temps, on va être bien régulièrement quand même, parce qu'il a fait une grande performance dans le Prix d'Amérique. Donc on va pas l'améliorer. Maintenant, il faut le maintenir comme ça. C'est déjà pas mal. Sébastien, on court le Prix de France, on ne court pas le Prix de Paris. Quelle sera la suite de son année? Quels sont les grands objectifs de Josh Power en 2026, outre le Prix de France? Déjà, il va pas faire la monte cette année, donc il va rester à l'entraînement. Si tout va bien, il va aller à Cagnes, je pense, faire le critérium de vitesse le 8, je crois, le 8 mars. 1600 mètres, le mile. Ouais. Et puis après, franchement, je sais pas trop. Est-ce que sa performance dans le critérium peut augurer d'une participation éventuelle à l'Elite Lopp, qui est la belle course de la fin du printemps? Moi, je verrai avec les propriétaires. Moi, personnellement, j'attendrai encore un an parce que je pense qu'il a encore de belles choses à faire. Et même si c'est une très grande course à courir, moi, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont cassés là-bas. Donc, j'aimerais bien quand même attendre un an encore. Donc, attendre un an, ça veut dire l'objectif, c'est peut-être le Prix d'Amérique 2027, puisqu'on parle de ça. Oui, mais entre deux, il y a quand même quelques groupes 1. Il y a le Prix de l'Atlantique, il y a le René Balière. Il y a quand même un programme intéressant. Donc voilà, le Prix d'Amérique, forcément l'année prochaine. Mais bon. D'ici là, il y a des étapes, comme vous le dites, le Balière, l'Atlantique juste avant, et puis on a de belles courses qui arrivent. Alexandre, une question pour Sébastien. Ouais, déjà Sébastien, pas très chanceux, Josh Power cet hiver avec les numéros. Il avait déjà eu le 9, s'il me semble, dans le Bourgogne. Bon, après, c'était pas la course visée, le Bourgogne, c'était moins grave, mais ce jour-là, donc, tu avais tout repris et le cheval avait quand même très très bien fini. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est ça qui t'a poussé peut-être, ou qui va te pousser à donner les mêmes ordres à appliquer à David? Vous savez que dans le prix, c'est pour ça que les numéros, c'est quand même hyper important, parce que dans le Prix de Bourgogne, tous les bons chevaux étaient tous bien garés à la corde. On se doutait bien que le wagon de 3, il allait pas ramener, donc je voulais pas faire le travail à 15 jours du Prix d'Amérique. Mais si j'ai un bon numéro, cette course-là, je peux la gagner pareil. Ouais, d'ailleurs, c'était l'une des notes de la course oui. Ce jour-là. Et après, dans le Prix d'Amérique, on l'a dit quand on a fait le débrief, c'est quand même le cheval qui a certainement fait la meilleure prestation. Avec le parcours qu'il a eu, entre guillemets, le gagnant moral, même s'il y a eu d'autres malheureux, des malheureuses comme Harmonie du Rabutin. Est-ce que le cheval, tu penses qu'il a quand même bien récupéré, parce qu'il a fait une performance, j'ai envie de dire, XXL, quoi? Ouais, c'est vrai qu'il a été très fort, hein, très 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 fort. Il a vraiment couru pour gagner. Et moi, la première semaine, il a fait beaucoup de récupération, de plage et tout ça, mais il est souple et il est gai. Je vais pas vous dire que je l'ai retravaillé fort. Il a fait que du léger, de l'entretien. Et est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes peut-être qui pensent qu'il faudrait un peu plus de temps entre les grands rendez-vous? On l'a vu avec le Cornulier et la revanche derrière, que finalement, on a vu, c'était pas facile de rester bien 15 jours après la grande échéance. Est-ce que ce serait mieux d'espacer, par exemple, de 3 semaines, et peut-être de revoir un peu notre calendrier pour les grandes courses? Moi, je pense franchement, parce que maintenant, c'est plus la même époque qu'avant. Maintenant, on voit les chronos comme les chevaux montés et tout ça. Le Cornulier, c'est quand même des vraies courses. Le Prix d'Amérique, pareil. Donc, une semaine de plus, ça serait pas mal quand même, parce que je pense que c'est plus comme avant. Hein. Les chevaux, c'est dur. Quoi.
Et ce Josh Power, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai que bah, qu'il a encore franchi un cap parce que l'hiver dernier, on s'est dit oui, bah, c'est un cheval de premier plan, mais cet hiver, ce qu'il a fait dans le Bretagne et dans le Prix d'Amérique, on a l'impression que c'est vraiment un cheval qui a gagné en dureté, qui est capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Alors, qu'est-ce qui a évolué dans ce sens-là? C'est pas facile à expliquer. Nous, une chose est sûre, c'est qu'on l'a toujours respecté, on a toujours essayé de faire pour le mieux. Et le cheval, je trouve qu'il a changé d'allure un petit peu. C'est un cheval qui relevait beaucoup. Il commence à s'allonger beaucoup, beaucoup plus. Et je pense qu'il monte mieux la côte. Voilà. Il a un super mental. Super mental. Ouais, ça fait la différence. Et ça fait toute la différence. Sébastien, est-ce qu'on a... je vois qu'il y a beaucoup de haines qu'on n'a pas encore vues à la qualif chez vous. Il y en a une petite quinzaine. Est-ce qu'on a une petite pépite du côté de la génération des 3 ans dans vos box? Moi déjà, je débute tard, comme vous savez. Je fais pas de 2 ans. Je vais commencer à débuter au printemps, voire été, certains. La dernière que j'ai qualifiée, c'était, je pense, ma meilleure, c'est Nègreville. Je l'ai qualifiée 15-7 c'était la semaine d'avant le Prix d'Amérique. Et celle-là, je pense qu'elle sort un petit peu de mon lot, quoi. La mère est pas abocadeur de scie, mais le père, c'est Niopède d'Ombré. Ça doit être un des derniers Niopèdes. Vous avez une FaceTime aussi, Nuance Pia, pour Nathalie Vielpierre. Ouais, pareil, c'est une pouliche qui trotte. Elle est un petit peu plus délicate. Et il y a un petit peu de travail à faire dessus, mais c'est une pouliche qui avance, ouais. À vue de nez, c'est ce que vous avez de mieux par rapport à ce que vous avez vu dans votre effectif. Il y a Nègreville, il y a d'autres qui vont aller à la qualif. Ouais, là, j'en ai une qui est pas qualifiée, qui va y aller bientôt, qui est pas loin de Nègreville, je pense. C'est une Ridicache. Une Ridicache. Alors, je l'ai dans ma liste. Vous avez le nom? Elle s'appelle Notorious Pourpre. Notorious Pourpre. Oui, Ridicache, la mère, elle est par Love You, donc c'est appartient à Frédéric Popo, et c'est un croisement de rêve, ça. C'est Love You en plus, et la mère, c'est Hippodamir. Donc, vous voyez, elle a vraiment un papier terrible. Un papier terrible. Vous avez 5 partants à venir, outre Josh Power dans le Prix de France. David Thomas, qui drivera pour vous Kindy du Vivier dans le Prix RMC. Ouais, Kindy du Vivier. Vincennes, c'est dur pour elle parce que c'est une jument qui a beaucoup d'allure et elle peine un peu dans la montée, même si 2100 c'est mieux, c'est dur. Je l'ai laissé ferrer devant parce qu'elle a une course que de femelle. Je crois que c'est le 18 à Laval, donc piste plate, elle va être bien mieux. On a dans le Prix des Vosges, on retient donc pour le 18 Kindy du Vivier à Laval. Junkies Mind, c'est avec Franck Nivard et c'est dans le Prix des Vosges. Junkie, c'est pareil. Lui, il a beaucoup d'allure. Et lui, soit c'est 2100 à Vincennes où il fait très bien. 2007, il a jamais rien fait. Donc lui, c'est pareil. Il faudra le regarder plus dans les grands prix de vieux en province, je pense. On a JB de Crépin avec Benjamin Rochard dans le même Prix des Vosges. Là, c'est un vert. Autrement dit, pour vous, c'est une première chance. Lui, c'est après Josh, c'est JP à la maison. C'est un très bon cheval qui avait fait un bon hiver. L'année post-hiver, mais l'année d'avant. Et après, il a eu la maladie de Lyme. Donc, on a été embêté pas mal avec ça. Donc, là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon vrai cheval. Maintenant, s'il a vraiment retrouvé son niveau, au papier, c'est une première chance. Et lundi, on ira à Graigne. Il y a le prix Girella. Vous confiez Minefields à votre épouse, Delphine. Ouais. Minefield, ils viennent gagner là-bas sur l'hippodrome de Graigne, pardon. C'est un brave cheval, c'est pas une grosse catégorie non plus, mais dans ce lot-là, j'espère qu'il peut être dans les 3 premiers, j'espère. Vous êtes installé dans la Manche, Sébastien, donc on voit souvent, bien évidemment, à Graigne, l'hippodrome qu'on aime bien ici aussi. Écoutez, Sébastien, une dernière question, Alexandre Oui, une dernière question pour Sébastien. Sébastien, ça fait partie, je pense, des professionnels qui sont très observés par les parieurs parce que Sébastien, on sait que quand il vise une course, il se trompe rarement. Il joue le jeu également avec les emojis. Sébastien, c'est vrai que tes chevaux, tu les cours finalement assez peu, mais toujours à bon escient. Est-ce que ça, c'est une méthode que tu aimes appliquer tout le temps et pour tous les chevaux? J'ai toujours fait comme ça et oui,
Après, ça nous arrive forcément comme à tout le monde de rien faire quand on met un verre. Mais quand je mets un verre, c'est que j'ai préparé la course et que je l'ai lu depuis longtemps et que je sens mon cheval bien. Je joue, comme vous dites, je joue vraiment le jeu au niveau des émojis. Et un cheval comme King Prestige, qu'on a vu courir aujourd'hui à Argentan, qui donnait également des promesses, est-ce qu'il faut le suivre au cours des prochaines semaines pour les auditeurs? Ouais, lui, c'est pareil. L'année dernière, c'était super bien et depuis quelques temps, j'ai du mal. C'est un cheval qui a pas mal de problèmes. D'ailleurs, normalement, à la base, j'aurais dû mettre un épogie vert vu l'engagement qu'il avait aujourd'hui, mais je le sentais pas top et il était pas top. Donc, il faut qu'on soigne. On va pas le revoir tout de suite, mais quand on le reverra, j'espère qu'il sera mieux. Et pour JP Crépin, dimanche, juste le cheval, il est juste plaqué devant, mais est-ce que tu penses que, parce que je crois que quand il avait gagné, il était en tout cas plus allégé au niveau de sa ferrure. Est-ce que même plaqué devant, tu penses qu'il est capable de remporter une course comme celle-là? Ah oui, ouais, il a gagné à Vincennes plaqué. Et je pense même que le déferrage l'arrange pas trop. D'accord. Sébastien, puisqu'on parle des émojis, on peut pas faire une interview de Sébastien Ernaud sans parler d'Oyonnax en 2010. Les émojis à cette époque-là n'existaient pas. S'il y avait eu les émojis, vous auriez mis quoi, un orange ou un vert à Oyonnax avant le Prix d'Amérique? Un orange. Je pouvais pas mettre un vert, c'était pas possible. Il y avait Reddy Cash, il y avait tout ça. Moi, je suis parti pour être 4-5e et c'est ce qui m'a fait gagner. Ah ben voilà, il aurait mis un orange comme quoi. Voilà, tout est possible. Merci Sébastien Ernaud d'être passé par Radio Balance. On se retrouve très très vite, à commencer par dimanche à Vincennes pour le Prix de France Equine. Merci Seb. Merci à vous, merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Allez, on va maintenant parler galop avec Gilles Barbarin qui est dans sa retraite cannoise. Il y a une réunion de galop à Deauville, c'est samedi, et une réunion d'obstacles, une belle réunion. Mixte, il y a 13 courses à Pau. 13 courses à Pau. Ça vous fait... Oh là là. Ah oui, c'est beaucoup. Oh là là, faut appeler le banquier. Hein. Ah oui, il faut avoir... Si à la 4e, il n'y a plus rien, c'est... il faut avoir de l'artiche, il faut y aller avec des munitions. 13 courses à Pau, réunion mixte, plat galop. Gilles Barbarin va tout nous dire. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce samedi 7 février, les courses de plat ont lieu à Deauville. C'est la réunion 4, elle commence à 13h10 avec départ de la première épreuve. À 13h40, vous en avez l'habitude, tout se dispute sur la PSF, il y a 8 courses donc, et voici quelques conseils pour cette réunion alimentaire avec des chevaux qui sont quand même de petite valeur. On essaye de privilégier la recette le samedi. On va commencer par la première, le prix de Branville, 9 partants pour cette course à réclamer sur 2500 mètres. Là, se dire la vérité, va bénéficier d'une course avec peu de partants. Il est en pleine forme, 2500 mètres, ça va lui convenir. Je pense que c'est la bonne base de jeu. J'ai été un peu déçu par le 7 La Dorée. Alors, est-ce que La Dorée sur 2500 mètres, c'est vraiment sa distance? Peut-être elle est meilleure sur plus court. On va voir, mais en théorie, elle a évidemment une très bonne chance. Donc là, c'est le 7. Et ma troisième possibilité dans cette épreuve, c'est le pensionnaire d'Eric Libaud, le 5 Blumenthal, qui vient de terminer 2e. C'était à Pornichet, dans un réclamé derrière Intellita. Ça peut suffire. Donc As, 7 et 5 pour cette première course. La deuxième course, c'est une course pour des 3 ans, des pouliches au départ sur 1900 mètres. Attention, course moins facile qu'il n'y paraît. Malheureusement, elles sont 10, donc c'est un top 4 sans ordre, malheureusement. Bon, on va essayer de faire pour le mieux. Le 7, Roskif sa folle, l'entraînement de Lucie Pontoire, a couru 3 fois bien, c'est une bonne valeur. Peut-être que le piège, c'est les 2 Boinard, le 2 Ingeborg et le 4 Zelzawa, parmi les 2 qui ont débuté plaisamment à Pornichet, je préfère le 4. Mais le point d'interrogation de cette course, c'est évidemment que vaut le 10 Warriors Whisper, l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Si c'est bien, écoutez Equidia, c'est une première chance. Et puis méfiance aussi peut-être avec le 8 Bloom Dancer,
capable d'afficher des progrès. La troisième épreuve, c'est une course à réclamer encore, avec l'As népalais. L'autre jour, son apprenti est venu un peu tôt, je trouve. Il aurait dû être deuxième. 2900 mètres, ça lui va bien. Attention au 10 Lorine, qui a eu un bon comportement l'autre jour sur ce même tracé, bon numéro dans les stalles de départ, elle ne devrait pas sortir des 3 ou 4 premiers. Et puis il y a la ligne avec le 9 Lavandin et le 8 Lyséo. Évidemment, ce sont des priorités sur un tracé à leur convenance. Où en est le 4 Cléodore? C'est vraiment le point d'interrogation. Il n'a pas couru depuis de nombreux mois. La quatrième épreuve du programme, un Médène pour 3 ans, 1900 mètres, avec Francis Origrapheur qui semble assez bien armé dans cette épreuve, avec notamment là ce Saragar qui a été castré. Il n'a pas couru depuis sa tentative du 31 août où il terminait 8e. Il y avait beaucoup d'argent ce jour-là. C'est un fils de See the Moon. On va le reprendre et puis on va reprendre celui qui a débuté avec lui par une 5e place toujours le 31 août. C'est le 6 Dormez-vous, les 2 pensionnaires de Francis-Henri Graffard. Parmi les autres, le 10 Conspirateur évidemment, qui a couru 2 fois très bien. Et puis aussi le 7 Hello Joe. Voilà, sans oublier le 3 Piango. Ce sont les 5 de la course à mon avis. Piango qui a assez bien débuté. On va passer à la 5e épreuve du programme, un handicap pour des 5 ans et plus sur 1400 mètres. Les places à la corde peuvent avoir leur importance. C'est pour ça que le 8 Gingembre va peut-être encore être condamné à s'octroyer un accessite. Je lui préfère le 4 Stanto, bien placé dans les stades de départ. En dépit de ses 11 ans, il est toujours un gambe. Le 3 Prolétariat a aussi, bien sûr, une chance. Il est irrégulier, mais il vient de bien courir. C'est pas une course qui me plaît beaucoup. Et puis attention aussi au 12 Azantario. Lui aussi âgé de 11 ans avec Christiane Demuro. La 5e épreuve du programme. C'est là aussi une course handicap sur 1400 mètres. Bon, j'aime bien le 8 Micoléo qui fait office de base de jeu dans cette épreuve. Derrière, je reprendrai le 6 Red Insight. Sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a évidemment une bonne chance. Là, Scameta, très mal parti l'autre jour, jamais dans la course. Si on enlève cette sortie-là, elle a évidemment une première chance. Donc voilà, timidement le 8, ça c'est vraiment la bonne base. Et puis derrière, je dirais le 6, hélas. On passe ensuite à la 7e épreuve. Il s'agit là encore d'un handicap divisé pour 4 ans, cette fois-ci, 1900 mètres. Ken Silver mériterait de remporter un handicap de ce genre. Il reste sur 5 accessites. C'est vraiment une base solide pour les jeux combinés. Derrière, là, ce Rue Poussin, qui, elle aussi, fait toutes ses courses. Arrivezan, le 3, revient du sud-ouest, nanti d'un succès et demeure compétitive. Et puis ensuite, le 12, Johnny Chen. On va terminer par la 8e épreuve. Une course un peu plus intéressante. Le 2 Haza, malchanceux l'avant-dernière fois. La dernière fois, c'était un peu moins bien, mais c'était contre les vieux. Cette fois-ci, uniquement contre les 4 ans. Ça devrait passer tout au moins pour être dans les 3 premiers. Le 8, Touarab fait toutes ses courses. C'est vraiment un chic cheval. Je le prends. Là, ce Saturday Night, qui vient de causer une grosse surprise et qui est tout à fait capable de rééditer, c'est l'entraînement de Fabrice Chappet. Puis ensuite, on détachera timidement le 3 Alquidan et le 6 Star of Artaban. Voilà pour cette réunion de Deauville, du samedi 7 février. Pour ce dimanche 8 février, les courses ont lieu à Pau. 13 courses au programme pour cette grande réunion. Il y en aura pour tous les goûts. Il y a du cross, il y a des aides, il y a du steep, il y a aussi du plat. On va commencer par la première épreuve, le prix Gérard Serreis. Une course de cross sur 4700 mètres pour les 6 ans et plus. Bon, ils sont 7 au départ. Ça devrait se jouer entre le 3 The Quiet Man, le 4 Isa Girl et le 2 Hard Rock de Kerser. Voilà, c'est 3 chevaux qui se tiennent de près. Ils sont très expérimentés sur le cross palois. La deuxième épreuve, c'est course pour des chevaux arabes, des femelles de 4 ans et plus. Timidement, je ferai confiance au 6 Rahaf, suivi du 5 Nashmi
Al-Shahania, qui a montré des progrès à Pau lors de sa deuxième tentative. Et puis, je reprendrai également le 4 Lamsa, qui a effectué de bons débuts, battu justement par la précédente. Voilà, 6, 5 et 4, ce sont mes 3 meilleures chances de cette épreuve. La troisième épreuve, une course de haie pour des 4 ans sur 3500 mètres. J'ai bien aimé les débuts du 4 Celtic Fury, capable d'afficher des progrès. Pourquoi pas triompher, mais il y a d'autres chevaux qui ont assez peu couru, qui ont couru qu'une fois, qui seront certainement aussi en mesure de progresser. C'est le cas du 8 Bamboche et aussi du 6 Nekuro. Voilà pour ces 3-là. Et puis parmi les plus expérimentés, citons là ce que de la frime, mais il doit rendre beaucoup de poids à tous ses autres rivaux. La quatrième épreuve du programme, c'est une course pour des Arabes, des mâles, cette fois-ci mâles et hongres, 4 ans et plus sur 2000 mètres. Timidement le 4 Kodiak, qui a longtemps été devant dans la course remportée par Al-Gadir. J'aime bien aussi le 2 Bachik, François Rowe semble détenir avec ces deux-là les cartes de cette course. Après, il y en a plein d'autres. Thomas Fourcy également, sans doute, avec le 7 Hachem El Arabi et le 2 Hachem Fadelala. On passe ensuite à la cinquième épreuve du programme. Il s'agit du Camille du Bosque, une liste dresse pour des 4 ans sur 3500 mètres. Callisto du Nord, qui a remporté ses 4 courses en haie, va essayer de confirmer, à lui de confirmer, de demeurer invaincu. Maintenant, le meeting a peut-être été long et c'est peut-être ce qui peut le faire battre. Derrière, Aristoca m'a pas déplu l'autre jour, bonne défense. Attention aussi aux 2 Magic BD et aux 7 Music Conti. Quant à la Miss Deboula, on lui fait pas beaucoup de cadeaux. Elle court tout ce qui bouge, la pauvre. La 6e épreuve du programme. Dans cette épreuve, une course de classe 1 sur les haies, des 5 ans et plus, 3800 mètres. Le 3 Aléric. Vient de triompher, c'est un cheval de terrain lourd, j'ai oublié de vous dire que le terrain sera évidemment lourd, et il peut réitérer ce succès. Attention aussi au 5 Losange Vert Bleu, c'est un vrai bon cheval, simplement il n'a pas couru depuis de nombreux mois. Où en est-il? C'est le point d'interrogation. Vous verrez bien, si vous écoutez Guidia, ce que dit son entourage. Le 6, Special One, là aussi, irréprochable, que ce soit en haie ou en steeple. Moi, j'aime bien ces 3-là, le 3, le 5 et le 6. On passe ensuite à la 7e épreuve, c'est le Antoine de Palamini. C'est le grand steeple des 4 ans à Pau, c'est une liste dresse. Daniel Amélé contre François Nicole avec un arbitrage de Jérôme Delaunay. Voilà comment ça se présente. Je ferai confiance plutôt au pensionnaire de Daniel Amélé avec le 4 Matmata et le 3 Inlandzis. Voilà, ce sont mes 2 préférés. Puis derrière, les 2 Jacques Détré qui auraient Team Spirit. Là, ce bel enjeu et le 2 Diamant Dureux. On passe à la 8e épreuve, il s'agit d'un handicap de plat, cette fois-ci pour des 4 ans et plus sur 2000 mètres. Je pense que le 2 Gris de Perle est un bon point d'appui. Il a bien couru les 2 fois lors de ce meeting. Il est assez frais, ça va suffire pour devancer le 7 Cudilero et éventuellement aussi le 14 Cocoa qui vient de triompher mais qui est raccourci, femelle de 9 ans. La 9e épreuve du programme, c'est le Gaston Phébus. C'est une très belle course et une consolante, si je peux m'exprimer ainsi, du Grand Prix de Pau. Avec le 2 Magic Marvel, vaincu cet hiver à Pau, 2 victoires en steeple, qui aura face à lui un sérieux client avec l'As Ami du Kiff qui possède les meilleurs titres, mais qui n'a pas gagné depuis très longtemps. Derrière, pour arbitrer les débats, sans doute le 4, un chic cheval. On passe ensuite à la 10e épreuve du programme. Il s'agit d'un handicap de plat pour les 4 ans et plus sur 2000 mètres. Le 2 Angel Charlie, hyper régulière, elle est constante, va essayer de devancer les jeunes que sont le 3 Lucky Deed, l'As Jarky, mais aussi le 8 Ace of the Tiger. Voilà, parmi les chevaux d'âge, le 15 Elonail qui reste sur une excellente 3e place, jument qui est entraîné, je crois, au Portugal.
Allez, ensuite, le clou du spectacle, c'est le Grand Cross de Pau. Ils ne sont que 5 sur 6300 mètres en terrain lourd, mais ce sont les 5 meilleurs et il n'y a rien à acheter dans cette épreuve. Je ferai confiance au nouveau venu, Korokoukou, qui a été impressionnant cet hiver, comme il l'avait été l'hiver dernier. Voilà, c'est une première chance. Il va essayer d'empêcher son compagnon d'entraînement Hip Hop Conti, le 3, d'enregistrer un nouveau succès dans cette épreuve. Lui, il a l'expérience, il a aussi la classe. Il n'a pas été battu très souvent en cross. Notez que sur ses 9 dernières sorties, c'est 8 victoires et une 2e place. Et ensuite, je prendrai le 5 ici à Vrilly pour possible trouble fête. Voilà. Et enfin, la 12e épreuve du programme, c'est pas enfin, le 6, Jaguar du Large, qui est capable de passer du steeple au way avec succès, cheval de terrain lourd. Ensuite, le 5, Casius du Granit, qui est sur une pente montante, il n'a jamais gagné, mais il peut bien faire dans ce handicap. Donc le 6, le 5 et derrière le 7, le Lascar, qui a montré sa forme récemment. Enfin, dans la 13e épreuve du programme, on va terminer par une course handicap de plat. C'est la première épreuve de ce handicap sur 2000 mètres. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre jouer un premier rôle. El Torero, le 13, vient de très bien courir dans une course à condition. Il avait très bien couru également dans les handicaps. C'est sa distance, il va bien finir. Le 11, Burning Heart, m'a étonné l'autre jour. Il est en pleine forme. C'est un jeune, lui aussi, il peut bien faire, tout comme le 12, Golden Sim, bien connu dans cette catégorie. L'As OC avait gagné facilement avant de se produire sur 2400 mètres. Et enfin, Sharp Price, le 4, pour jouer les troubles à fête. Voilà, jouez bien à Pau et à bientôt.